Il y a des nuits qui paraissent ordinaires, calmes, presque ennuyeuses, et qui pourtant cachent des enchaînements si précis, si discrets et si profondément réfléchis qu'ils finissent par transformer silencieusement l'équilibre d'un monde entier. Ce qui s'est déroulé cette nuit-là ne ressemblait pas à un événement spectaculaire. Il n'y avait ni grandes annonces, ni images flamboyantes au début, seulement une série de petits détails presque invisibles, des mouvements minuscules, des décisions prises loin des regards, dans des salles tranquilles, derrière des écrans doux, dans un silence presque respectueux. Et pourtant, c'est précisément ce calme qui rend cette histoire si troublante, car quand tout semble immobile, c'est parfois là que les choses les plus importantes commencent à se produire. Dans l'obscurité froide d'un territoire immense, plusieurs systèmes se sont mis en mouvement sans bruit, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton que personne d'autre ne pouvait voir. Rien ne semblait anormal à première vue. Les radars continuaient leur rotation tranquille, les ports dormaient sous une lumière faible, les pistes restaient silencieuses, les mers respiraient doucement au rythme des courants. Pour un observateur extérieur, tout était parfaitement normal. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, une mécanique invisible était en train de s'assembler, pièce après pièce, avec une patience presque artistique. Chaque geste était calculé, chaque seconde comptait, chaque petite variation avait un sens précis. Ce qui rend cette histoire si particulière, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais surtout la manière dont cela s'est préparé. Rien n'a été fait dans la précipitation, rien n'a été improvisé. Au contraire, tout semblait suivre une sorte de partition silencieuse, comme une musique que seuls quelques initiés pouvaient entendre. Des équipes éloignées les unes des autres travaillaient pourtant en parfaite harmonie, comme si une même pensée les reliait à travers les kilomètres, les frontières et les systèmes. C'est cette harmonie cachée qui intrigue autant, car elle montre à quel point certaines opérations modernes ne ressemblent plus du tout à ce que l'on imagine habituellement. Il faut aussi comprendre que cette histoire ne concerne pas seulement des machines ou des technologies. Elle parle avant tout de choix humains, de décisions prises sous une immense pression, de personnes qui savent que chaque petit détail peut changer le résultat final. Derrière chaque écran, chaque interface, chaque ligne de données, il y avait des êtres humains concentrés, calmes en apparence, mais parfaitement conscients de l'importance de ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas de l'excitation, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de beaucoup plus subtil, une forme de calme tendu, une attention totale portée à chaque micro-événement. À ce stade de l'histoire, rien n'est encore vraiment visible. On pourrait croire que rien ne se passe, que tout est figé dans une routine banale. Et pourtant, les conditions sont en train d'être doucement modifiées, presque imperceptiblement, comme si quelqu'un ajustait la lumière d'une pièce très lentement pour que personne ne remarque le changement. Ce sont ces ajustements progressifs qui créent la situation parfaite pour ce qui va suivre. Pas de choc immédiat, pas de rupture brutale, seulement une préparation méticuleuse qui installe le décor. Ce qui est fascinant, c'est que même ceux qui étaient directement impliqués ne pouvaient pas voir l'ensemble du tableau. Chacun ne percevait qu'une petite partie de la réalité, une portion limitée de ce qui se mettait en place. Personne n'avait une vision complète, et pourtant, tout fonctionnait ensemble avec une précision presque troublante. C'est comme si l'opération elle-même était plus grande que les individus qui y participaient, comme si elle avait sa propre logique, sa propre trajectoire, indépendante des émotions humaines. Et c'est justement là que l'intrigue devient vraiment forte. Parce que lorsque quelque chose est conçu de cette manière, dans le silence, la patience et la cohérence, son impact n'est jamais banal. Il ne s'agit pas d'un simple événement parmi d'autres, mais d'un moment charnière, un de ces instants qui, une fois passés, rendent impossible le retour en arrière. Quelque chose est sur le point de basculer, mais personne, à ce moment précis, ne peut encore dire quoi exactement, ni comment, ni jusqu'où cela ira. Alors restez bien attentifs, car ce que vous entendez maintenant n'est que la surface de cette histoire. Ce qui se cache dessous est bien plus vaste, bien plus profond, et bien plus surprenant que ce que l'on pourrait imaginer au premier regard. Dans la partie suivante, tout ce qui est resté dans l'ombre jusqu'ici commencera doucement à apparaître, et vous comprendrez pourquoi cette nuit, apparemment tranquille, est devenue l'une des plus importantes de ces dernières années. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite, car ce qui arrive ensuite ne concerne pas seulement quelques personnes ou quelques lieux,
mais une transformation bien plus large dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Ce qui s'est réellement produit cette nuit-là est le résultat d'une stratégie longue, patiente et extrêmement fine, élaborée autour d'un objectif précis qui n'était pas la destruction spectaculaire, mais la transformation silencieuse de la situation dans une région entière. Au cœur de cette opération se trouvait une idée simple en apparence, mais redoutablement efficace dans la réalité moderne. Avant de toucher quoi que ce soit de visible, il fallait d'abord rendre aveugle ce qui voit, rendre sourd ce qui écoute, et désorienter ce qui coordonne. Ce principe est devenu la clé de toute l'action, car dans le monde contemporain, la perception est souvent plus importante que la force elle-même. Dans cette logique, le premier objectif n'était pas un navire, ni une base, ni une infrastructure, mais un système aérien spécialisé utilisé pour observer la mer, analyser les mouvements et guider les réponses maritimes. Cet appareil, utilisé pour surveiller de vastes zones, jouait le rôle d'un œil central, d'un point de référence qui permettait de comprendre ce qui se passait en surface comme sous l'eau. Tant que cet œil fonctionnait, toute tentative discrète devenait presque inutile. C'est pourquoi l'opération a commencé non pas sur l'eau, mais dans l'air, et non pas par un choc direct, mais par une action extrêmement ciblée, presque chirurgicale. Un appareil sans pilote, préparé pour voler très bas et très loin, sans communication extérieure, a été utilisé pour atteindre une zone où cet avion de surveillance était stationné. Ce vol n'avait rien d'impressionnant pour un observateur extérieur, pas de vitesse extrême, pas de trajectoire spectaculaire, simplement une progression lente, discrète, parfaitement intégrée dans le paysage, comme un oiseau qui suit un couloir invisible entre les collines, les forêts et les reliefs. Cette approche basse permettait d'éviter les grandes surveillances lointaines, de rester confondu avec le fond naturel du territoire, et surtout de ne jamais attirer l'attention avant le dernier moment. Lorsque cet appareil est arrivé à proximité de sa cible, il n'a pas cherché à la percuter frontalement. Au contraire, il est passé juste au-dessus, avec une charge conçue non pour tout détruire, mais pour neutraliser précisément les éléments essentiels de l'avion stationné au sol. La charge n'était pas pensée comme un moyen de provoquer un grand incendie ou une scène spectaculaire, mais comme un outil destiné à rendre inutilisable l'équipement de détection de cet avion. Le résultat a été une neutralisation douce dans sa forme, mais lourde dans ses conséquences. L'appareil était désormais hors d'usage, incapable de remplir son rôle de surveillance, et surtout incapable d'alerter efficacement sur ce qui allait suivre. Ce premier acte a eu un effet immédiat mais discret. Dans les centres de coordination, les flux de données se sont soudainement appauvris. Certaines informations ont cessé d'arriver, certaines zones sont devenues floues, certaines certitudes ont disparu. Rien de suffisamment brutal pour provoquer une réaction extrême immédiate, mais assez pour créer une sensation de vulnérabilité et d'incertitude. Cette incertitude a ensuite provoqué une réponse humaine très naturelle. Renforcer ce qui reste, activer davantage de capteurs, augmenter les niveaux d'alerte, multiplier les émissions de signaux et de vérification. Et c'est précisément là que la deuxième partie du plan est entrée en jeu. En augmentant l'activité de détection active, en remplissant l'environnement de signaux, de sons, de balayage et de contrôle, les responsables ont involontairement créé un environnement saturé, bruyant, confus, dans lequel ce qui est lent, passif et discret devient encore plus difficile à distinguer. Au lieu d'un silence clair où chaque petit bruit ressort, ils ont créé un fond constant, une sorte de brouillard sensoriel qui masque parfaitement les objets qui ne produisent presque rien. C'est dans ce brouillard que des systèmes sous-marins extrêmement silencieux ont été introduits. Ces dispositifs n'ont pas avancé rapidement, n'ont pas utilisé de propulsion intense et n'ont pas cherché à forcer quoi que ce soit. Ils se sont simplement laissés porter par les mouvements naturels de l'eau en ajustant légèrement leur position pour rester dans les courants dominants. Ils n'étaient plus vraiment des machines actives, mais des objets passifs qui dérivaient, presque comme des débris naturels, confondus avec l'environnement. Pour les capteurs saturés de signaux forts, ces objets lents et discrets n'avaient rien de remarquable. En avançant ainsi, ils ont franchi des zones normalement protégées, non pas en les contournant, mais en s'y fondant. Ils ont profité des ouvertures nécessaires à la circulation de l'eau, des zones où les barrières ne peuvent pas être totalement fermées sans perturber l'équilibre du port, des passages où la nature impose ses propres règles.
Cette progression n'était pas rapide, mais elle était inévitable, comme une marée qui monte lentement sans que personne ne puisse vraiment l'arrêter. Une fois arrivés à proximité de leur objectif, ces systèmes n'ont pas provoqué de réaction immédiate. Ils se sont positionnés, se sont stabilisés, ont attendu. Ce temps d'attente est fondamental dans cette histoire, car il montre que l'objectif n'était pas seulement d'atteindre une cible, mais de choisir le moment exact où l'impact serait le plus significatif, le plus déstabilisant, le plus riche en conséquences indirectes. Il ne s'agissait pas simplement d'endommager un objet, mais de provoquer une onde de choc psychologique, organisationnelle et stratégique. L'activation finale n'a donc pas été pensée comme une explosion spectaculaire, mais comme un événement physique extrêmement précis, utilisant l'environnement lui-même comme amplificateur. L'eau, la pression, la structure même du port ont été utilisés pour diriger l'énergie vers l'intérieur de la structure ciblée pour maximiser l'effet sans avoir besoin d'une puissance excessive. Ce n'était pas une démonstration de force brute, mais une démonstration de compréhension profonde des lois physiques et des comportements humains. Le résultat visible a été la neutralisation complète d'un élément central de la présence maritime locale. Mais le résultat le plus important n'a pas été ce qui s'est vu à l'extérieur, c'est ce qui s'est produit dans les esprits. La confiance dans les protections a été profondément ébranlée. La certitude que tout était surveillé, contrôlé, maîtrisé a disparu. Les responsables ont compris que quelque chose de fondamental avait changé, que le paysage n'était plus celui qu'ils croyaient connaître, et que les règles implicites avaient été réécrites sans annonce préalable. À partir de ce moment-là, chaque décision est devenue plus lente, plus prudente, plus hésitante. Chaque bruit a été interprété comme une menace potentielle. Chaque mouvement naturel a été suspecté. Cette transformation psychologique est peut-être l'effet le plus puissant de toute l'opération, car elle ne disparaît pas avec la réparation d'un équipement ou le remplacement d'un appareil. Elle s'installe durablement. Elle modifie la manière de penser, de planifier et d'agir. C'est ainsi que cette nuit, qui n'a commencé que par des ajustements discrets et presque invisibles, a fini par transformer profondément la situation dans toute une région. Non pas par un choc frontal, mais par une série de gestes subtils qui ont déplacé les lignes de perception, de confiance et de contrôle. Et c'est précisément cette subtilité qui rend cette histoire si importante à comprendre, car elle montre que les grandes transformations modernes ne viennent pas toujours de ce que l'on voit, mais très souvent de ce que l'on ne voit pas immédiatement. Après cet enchaînement discret mais déterminant, les effets se sont étendus bien au-delà du lieu précis où tout s'est joué. Ce n'était pas seulement une question d'infrastructure neutralisée ou de capacité technique réduite, c'était une transformation progressive du climat général, de la manière dont chaque acteur percevait désormais son environnement, ses marges de manœuvre et même ses propres certitudes. Dans les centres de décision, dans les ports, dans les états-majors, mais aussi dans les bureaux administratifs, chez les ingénieurs, chez les responsables logistiques, un nouveau sentiment s'est installé, un mélange d'incertitude, de prudence accrue et de remise en question profonde. Rien n'était plus vraiment automatique, plus vraiment évident, plus vraiment stable. Les échanges internes sont devenus plus longs, plus complexes, plus prudents. Chaque proposition était discutée, rediscutée, nuancée, reformulée. Là où auparavant, certaines décisions étaient prises rapidement sur la base de routines bien établies, elles nécessitaient désormais des validations supplémentaires, des contrôles croisés, des vérifications multiples. Ce ralentissement, presque imperceptible au début, a fini par se ressentir dans tous les domaines. Les chaînes logistiques ont commencé à accumuler de légers retards, les rotations prévues ont été ajustées, certaines opérations ont été différées sans annonce claire, simplement parce que personne ne voulait être celui qui prendrait un risque inutile. Dans les villes portuaires concernées, le changement était aussi palpable, bien que plus diffus. Les équipes techniques travaillaient davantage, passaient plus de temps à inspecter, à analyser, à mesurer, à observer. On voyait plus souvent des groupes discuter longuement devant des écrans, pointer des détails, comparer des graphiques, chercher des incohérences là où auparavant on se contentait de confirmer que tout fonctionnait normalement. Même les conversations informelles avaient changé de ton. Elles étaient moins confiantes, moins légères, plus prudentes. Comme si chacun ressentait que le cadre général avait glissé, sans qu'on puisse clairement dire quand
ni comment. Sur le plan international, cette séquence a aussi été observée avec beaucoup d'attention. Dans plusieurs capitales, des analystes ont commencé à réévaluer leurs modèles, leurs hypothèses, leurs scénarios. Ce qui était perçu auparavant comme improbable est devenu envisageable. Ce qui était considéré comme marginal est devenu central dans certaines réflexions. Des rapports ont été réécrits, des notes ont été mises à jour, des réunions ont été convoquées pour discuter de ce que cela signifiait réellement pour l'avenir, des équilibres régionaux et des stratégies de protection. Ce n'était pas une panique, mais une prise de conscience lente et profonde que le monde venait de montrer un nouveau visage. Les entreprises travaillant dans les domaines technologiques, maritimes et de surveillance ont également réagi. Certaines ont accéléré des programmes de recherche, d'autres ont réorienté des budgets, d'autres encore ont commencé à collaborer plus étroitement avec des partenaires qu'elles considéraient auparavant comme secondaires. Il y avait une sensation générale que la frontière entre ce qui est considéré comme sûr et ce qui est considéré comme vulnérable s'était déplacée. Et quand cette frontière bouge, tout le reste doit être repensé. Dans le débat public, même sans connaître tous les détails, on sentait que quelque chose avait changé. Les discussions sur la sécurité, sur la technologie, sur la stabilité, ont pris une nouvelle profondeur. Les gens se sont mis à parler davantage de résilience, d'adaptation, de flexibilité. Moins de certitudes absolues, plus de questions ouvertes. Moins de discours sur le contrôle total, plus de réflexions sur la capacité à réagir à l'imprévu. C'est une évolution subtile, mais elle modifie lentement la manière dont une société se perçoit elle-même face aux risques et aux transformations. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que son impact principal n'est pas matériel, mais mental. Ce sont les perceptions qui ont été déplacées, les cadres de pensée qui ont été élargis, les certitudes qui ont été fissurées. Et ces changements-là sont toujours les plus durables, parce qu'ils ne se réparent pas avec des pièces de